Bonjour, j'aimerais vous raconter l'histoire de mon amie. Je parlais avec elle il y a 2 jours à propos de la pandémie et comment vivre la vie post-pandémie. Elle m'a dit, mon Dieu, Jana, la pandémie était l'une des choses les plus belles que j'ai vues. C'était la première fois que j'entends des commentaires positif. La pandémie, depuis quand c'est quelque chose de bon à vivre? Je lui ai dit, explique-moi comment la pandémie peut-elle être quelque chose de positif? Elle m'a dit, j'ai eu des enfants durant la pandémie. Je me suis dit, ah, vraiment, regardez comment chaque personne considère un certain thème de sa perspective personnelle. Elle ne parlait pas des pertes des personnes qu'on a perdu durant la pandémie. Il y avait une joie, elle était ravie. Je lui ai dit, euh, très bien, félicitations. Et c'était une belle période et elle m'a dit, moi, je suis devenue mère et elle a parlé de ceci avec tout enthousiasme. Euh, je pensais à cet ami qui parlait passionnément de la pandémie, mais par exemple, Isaac Newton, en 1665 avec la peste. Et puis, il s'est isolé chez lui et puis il a trouvé le calcul. Et avant cette invention, cette science n'existait pas. Alors, des personnes durant les pandémies, ont su vivre avec du bonheur, un certain bonheur, mais comment pouvons-nous tous vivre cette positivité avec notre expérience de la pandémie? J'ai commencé à faire mes recherches sur Internet. J'ai dit aujourd'hui, je vais parler de l'impact psychique, cognitif, émotif avec la pandémie, spécialement avec les jeunes. Bonjour et bienvenue à la deuxième session du dernier jour du Forum de la jeunesse et du savoir 2022 intitulé Au-delà de la pandémie vers le monde virtuel, recentrage sur la santé des jeunes de façon virtuelle. C'est un honneur et un plaisir pour moi d'avoir avec nous aujourd'hui Dr. Jana Boureslan, maître de conférences et oratrice motivante. Dr. Jana travaille avec les instructeurs, les professeurs dans les écoles aux Émirats et dans la région. Elle enseigne la psychologie à l'université et elle est aussi formatrice pour beaucoup de sociétés et ambassadrice du programme de santé mentale pour algorithmes. Et Dr. Jana est aussi productrice ou créatrice de contenu en arabe. Elle utilise la logopédagogie pour faire parvenir ces messages en ce qui concerne la santé mentale et l'éducation. Aujourd'hui, nous allons parler des défis qu'a imposé la pandémie sur la santé mentale et la relation entre la santé mentale et la santé physique et comment l'une influence l'autre et s'il y a des services compréhensifs de santé mentale pour tout le monde et si oui, nous allons en discuter et pour parler aussi de ces interventions qui se focalisent sur les jeunes. Et avant de plonger dans notre discussion aujourd'hui, j'aimerais vous rappeler qu'il y a de l'interprétation en français et en arabe. Tout ce que vous devez faire, c'est juste appuyer sur le bouton interprétation du globe en bas de votre écran pour choisir votre langue préférée. Et nous vous conseillons de mettre en silencieux l'audio principal. Vos questions sont les bienvenues aussi. Et il y a des questions qui nous parviennent maintenant. Vous pouvez les poser avec le bouton Q&A. Vous pouvez aussi poser des questions techniques
et nous pourrons y répondre. Bienvenue à tout le public. J'aimerais aussi inviter les personnes dans le lobby à nous rejoindre pour plus d'interaction. Docteur Jana, à vous la parole. Merci Stéphanie pour cette belle introduction et j'aimerais aussi souhaiter la bienvenue à tous les participants, cher public, pour vous redire qu'avec ma recherche sur Google et mon ami qui parlait avec toute positivité, tout enthousiasme à propos de la pandémie, elle n'a ni mentionné l'impact sur ses relations sociales, ni elle était contente. Et si des scientifiques sont parvenus au calcul en développant ces efforts, et sans les efforts de Newton, les mathématiques n'auraient pas su se développer comme celui Monsieur Google. Que dit Monsieur Google? Google nous donne une autre perception de ce que j'ai entendu de mon ami. Le premier résultat, comme nous voyons, il y a beaucoup de problèmes. Un impact, c'est une crise. Ce n'est pas quelque chose de normal. Tout le monde a été impacté côté personnalité, mentalité, euh, la socialisation qui s'est limitée et aussi il y a d'autres résultats, comme vous voyez, à propos des adolescents qui ont été impactés. Nous savons que l'adolescent vit un printemps avec une certaine réaction allergique avec les parents. Alors, imaginez l'adolescent sous le même toit 24 heures sur 24 avec la famille. Qu'en est-il de la violence, par exemple, des insultes? L'Internet et Google donnent des résultats différents. J'ai continué ma recherche et il y a par exemple un résultat pour dire que cette propagation du virus a conduit à l'isolement des personnes sans socialiser, d'où l'anxiété, la tension, et nous allons parler en profondeur de ce résultat par Harvard. Et en général, aux États-Unis, l'étude montre que la santé mentale dans sa globalité pour les personnes adolescentes et les jeunes ont a baissé de façon vraiment remarquable. Et puis, pour plus de profondeur dans ma recherche, la problématique, qu'au début, il n'y avait pas de préparation financière ni d'équipe prête pour la santé mentale et d'où les enfants et les adolescents ont eu des problèmes parce que le système n'est pas complet, n'est pas prêt ni pour une pandémie, ni pour quelques maladies. Mais par exemple, avant la pandémie, il y a cette maladie dans une ou deux régions, mais en cas de pandémie, c'est une autre chose. Pour plus de profondeur encore, que devons-nous faire? L'attention ou la focalisation doit être sur l'intérêt précoce, la prévention avant d'atteindre un problème. Pourquoi ne pas être proactif en préparant, en intervenant ou en préparant l'intervention? Il ne faut pas attendre la pandémie, mais il faut me préparer mentalement, psychiquement et pour que je sois en bonne condition. Maintenant, quelle est la relation entre mon corps, ma santé physique et ma santé mentale et psychique? Nous avons des proverbes que nous entendons, par exemple, le bon corps fait le bon mental, et puis avec la rhétorique,
On nous dit d'adresser la parole à un public, par exemple, fake it till you make it, comme le premier chapitre, vous devez apparenter que vous êtes à l'aise parce que votre corps ne sait pas que votre sourire, s'il est authentique ou pas, mais vous avez cette génération de dopamine avec les hormones positives parce que physiologiquement, je suis redressée, j'ai adopté une bonne posture, je suis confiante en moi-même. Alors, premièrement, mon corps qui impacte ma mentalité, mon psychique, en parlant de l'individu avant de parler de l'impact de la pandémie. Physiologiquement parlant, je suis influencé par ma posture, par mon sourire, parce que pour moi, ceci est le procédé de mon cerveau qui va sécréter les hormones. Mais maintenant, il faut pas juste gérer soi-même, mais la communauté, la société avec une responsabilité des individus. Et à chaque fois, et beaucoup de TED Talks, beaucoup d'études nous disent qu'une activité sportive d'une à deux fois par semaine, ceci va gérer la tension. Il y a beaucoup de personnes d'entre vous qui disent oui, pourquoi pas, parce que je vais à la salle de sport, j'y vais et j'écoute des personnes qui vont juste pour faire un peu de boxe et juste pour déclencher cette énergie. Alors, nous choisissons n'importe quel sport adéquat pour nous pour pouvoir gérer nos conditions à l'individu, à l'échelle individuelle. Il y a beaucoup de personnes célèbres sur les réseaux sociaux ou pas sur les réseaux sociaux parce que ces personnes éduque de personnes de manière ludique. Parce qu'aujourd'hui, j'ai un long parcours de 17 ans d'éducation à l'université même. Maintenant, il n'y a plus de limite de la classe et des murs de la classe. Aujourd'hui, nous parlons de 100, de 1000 personnes ici présentes, réunies. Nous voyons chacun l'autre et nous allons discuter en fin de compte. Alors, Nicole Lapera, docteur Gabor Maté, ce sont des personnes qui parlent et qui disent que en cas de pandémie ou pas, il faut travailler avant, il faut prévenir avant d'atteindre le choc ou l'obstacle. Il y a un livre intitulé The Myth of Normal qui nous invite à faire une certaine activité, par exemple la bicyclette ou le yoga, la méditation et aussi les exercices de respiration. Même Russell Brand, et qui vient d'un certain parcours médiatique, et il a une expérience avec l'alcoolisme et comment il est passé outre avec le jiu-jitsu et les exercices de respiration. Ce sont des personnes vraiment connues à influence qui nous parlent et nous disent qu'il faut gérer cette pandémie. Bien sûr, il faut vivre nos émotions. Il y a eu une influence et j'aurais aimé que tout le monde voit la pandémie comme mon ami et comme Newton a aussi bénéficié d'une pandémie pour faire progresser le monde. Mais aujourd'hui, en parlant réalité, en parlant de nos nations, de nos communautés, comment bâtir un système compréhensif, exhaustif au niveau des hôtels, des commerces, des écoles, des édifices. Comment avoir cette équipe prête à prêter appui aux personnes qui apprennent, qui travaillent en ce qui concerne leur santé mentale, parce que c'est un besoin nécessaire. Et il faut aussi parler des genres, de tous les genres, non seulement les femmes qui prêtent attention plus à la santé mentale. Il faut que tout le monde prête attention parce que nous parlons de l'individu, de l'être humain. 50%, 50%, et en parlant des tranches d'âge aussi, parce que par exemple, il y a quelqu'un qui me dit, une personne de 2 ans a été influencée, mais bien sûr, cet enfant a été isolé parce que ce sont les bébés, les enfants de la pandémie. Tout le monde a été affecté, les personnes âgées aussi, non seulement mentalement, non seulement physiquement. Alors aujourd'hui, il est vrai de dire et de parler des jeunes en particulier, mais non seulement les jeunes, parce que je parle en général un système qui inclut tout le monde.
je vous propose de commencer à penser de la valeur de soi. Et en parlant des écoles, par exemple, les jeunes et les adolescents mentionnés en grande partie par Google avec toutes les insultes, l'attention, il y a les écoles de réponse. Ces écoles à réponse équipées avec une équipe, avec par exemple une dépression, l'anxiété chroniques, même des problèmes d'attention avec la TDAH, l'hyperactivité, entre autres avec la SSPT par exemple, mais ce sont les exemples les plus évidents. Alors ces écoles équipées déjà, pourquoi ne pas répliquer ce système en pensant d'éducation, comment prendre soin de moi-même et pour partager cette prévention parce que la prévention est mieux que le traitement. Alors, en parlant aussi de l'apprentissage social émotif, comment enseigner aux enfants à vivre dans une communauté, dans une société? Est-ce que je dois attendre une pandémie pour dire, oh, pauvres enfants, ils ne peuvent plus jouer? Non, il y a des communautés, il y a des personnes, notamment aux États-Unis, qui ont créé ce qui a été appelé COVID-Pod. Nous sommes en quarantaine, d'accord, très bien, mais ceci ne signifie pas que les enfants vont être socialement et émotionnellement isolés. Il faut qu'ils jouent, il faut les embrasser. Alors, des petites classes ont été créées avec certains groupes, avec des pods éducatifs et nous disons aussi que la nécessité est mère de l'innovation parce que, par exemple, voyons voir comment pouvoir aider mes enfants et il y a ce système entre l'école et l'école chez soi ou l'apprentissage à domicile. Nous ne pouvons pas envoyer les élèves en classe, mais nous pouvons non plus les isoler. Alors maintenant, en parlant de cette restauration de ma relation avec moi-même. Ceci signifie recommuniquer avec mes besoins, mes impulsions, mes émotions, mes affections, etc. Tous ces éléments doivent cheminer en parallèle. Alors, je ne dois pas attendre de moi-même le perfectionnisme pour dire je suis parfait, euh, apparence, effort, etc. Sinon, je ne vais plus aimer moi-même. Je vais vous dire pourquoi je mentionne ce point et comment la COVID a révélé ces problèmes sous-jacents à travailler dessus sans COVID et avec COVID et même après COVID. Deuxièmement, nous parlons de cette estime de soi. Il faut oublier le perfectionnisme parce que ceci ne peut pas être mis en œuvre. Il ne faut pas penser que tout le monde va être parfait, apparence parfaite, performance parfaite. Non, ça va. La vulnérabilité est là. Nous sommes humains, en fin de compte. C'est une partie d'être humain, d'être soi-même. Et il y a des personnes qui ont vu tous ces problèmes et puis tout le monde a voulu être occupé à faire quelque chose. Et les entreprises ont été vraiment contentes, plus de productivité, les personnes sont chez eux avec ces sociétés qui ont dit la productivité a été boostée d'une manière remarquable et quelques décisions ont été prises de façon de faire travailler les gens de 3 jours à domicile et le bénéfice est là. Mais
moi comme individu qui commence à parler de soi-même en disant je ne dois pas être parfait ou parfaite tout le temps et je ne vais pas faire des tâches plus que nécessaires parce que ceci m'éloigne de moi-même et je ne veux pas être tout le temps dans des relations par peur de la solitude parce que je ressens cette tension. La personne qui ne sait pas s'asseoir avec ses émotions pour vivre ces émotions. Les émotions ne perdurent pas plus de 90 secondes. Pourquoi le perfectionnisme? Pourquoi beaucoup de tâches ou relations, amis, etc. Et j'entends dire que la COVID a fait que des personnes se connaissent durant la pandémie. D'accord, très bien. Mais est-ce que cela est sain ou parce que cela représente moi qui m'échappe de mon problème primordial pour faire, accomplir. Mais comment ou jusqu'à quelle étendue est-ce que je sois le verbe être avec cet équilibre entre les tâches et aussi juste prendre une tasse de thé, m'asseoir sur la balançoire et vous pouvez dire à quelqu'un, je suis occupé parce que je suis en train d'être moi-même, d'être transparent à mes émotions avec plus de valeur de soi, donnée à soi-même. J'ai abouti à un certain point. J'ai regardé comme ça, je me suis dit, nous parlons de système, d'appareils, de mise à jour. Je parle d'appareils, de machines de santé, de par le monde, d'éducation pour les écoles et comment aider les gens à se développer. Mais l'individu, cette personne qui a été affectée le moins, je ne parle pas de cas extrêmes, par exemple avec des troubles mentaux, psychiques, etc. Non, je parle en général, d'accord? Sont les moins affectés ont été les personnes qui ne prennent pas leur estime de soi, ni de leur titre, ni de leur forme, ni de leur statut, ni de leur relation sociale intense. Ils ne puisent pas cette confiance en soi de là-bas, ces personnes. Et en revenant à mon ami, j'ai fait attention qu'elle parlait de la pandémie avec tant de positivisme, non seulement parce qu'elle a eu des enfants, non, parce que pour elle, elle peut être. Et je sais que cette personne connaît son estime de soi. Elle a pu s'adapter. Alors, de là, je vous invite, si vous voulez avoir cette immunité, ce système d'immunité, et si nous devons immédiatement augmenter notre valeur de soi. Comment faire ceci? Alors, la pandémie nous a rappelé que ceci est le fondement de mon être. Je suis un être humain à émotion qui respecte sa santé mentale et son corps, non seulement parce que Jana a accompli telle chose ou son ami a accompli telle chose, non. Ceci n'a rien à voir parce que c'est juste l'estime de soi. Mais les personnes qui dépendaient de l'estime de soi étaient nombreuses. Pourquoi? Il a été démontré que ces personnes ont été affectées parce qu'il y a des personnes à haute estime de soi et il y a aussi ces personnes qui ont des biens fonciers, des sociétés, ils sont à influence sur les réseaux sociaux et leur apparence est décente, etc. D'entre ces attributs et ces ressources présentes dans leur vie, leur profession, leurs activités. Mais ces personnes en particulier ne donnaient pas de valeur à leur personnalité, à leur personne. Et avec la pandémie, il y a quelques-uns qui disent merci, Dieu merci que nous avons vécu une pandémie pour que je connaisse c'est quoi ma relation à moi-même sans euh, compte tenu de mon apparence, de mes compétences, des langues que je parle, etc., etc. Alors,
Aujourd'hui, si je ne me demande pas c'est quoi ma valeur de soi sur une échelle avancée, moins avancée, si je sais que mon estime est élevée, il y a des choses que je dois éviter. Il faut que je prenne des décisions en disant impossible pour moi de faire cela parce que mon estime de soi est bien plus grand. Et quels seront mes rêves d'être, de faire et comment accomplir. Gros concept que nous mentionnons, l'estime de soi, très important, ça influence notre vie et la vie des proches, avec pandémie ou sans pandémie et même après la pandémie. Alors, quelle est l'utilité? L'utilité est la suivante. Toi, comme personne, en temps de crise, tu sauras trouver les méthodes parce que tu as un estime de soi élevé, bien sûr. Tu vas avoir des émotions différentes, mais tu ne vas pas être violent parce que cette vision de soi doit être respectée. Tout le monde voit le monde externe et sans tenir compte des conditions, la paix intérieure est là. Ceci ne signifie pas que je ne dois pas être triste, que je ne dois pas pleurer si j'ai besoin ou envie de pleurer ou ne pas se chamailler avec la famille, par exemple, pour dire non, je suis en paix interne. Il y a beaucoup de pratiques de respiration aujourd'hui à la mode qui comprennent de manière incorrecte le yoga ou la respiration parce que nous avons vu ça se révéler durant la pandémie. Euh, euh, en parlant de contourner les émotions, parce que moi je me dis, je veux être paisible, en paix, alors il ne faut pas vivre mes émotions. Non, la paix ne signifie pas se mentir à soi-même. La paix signifie de vivre sans violence, sans faire de mal à autrui. C'est la paix, comment communiquer, savoir comment parler parce que ta valeur de soi est élevée, ses compétences sont déjà acquises pour toi, avec pandémie ou sans. Maintenant, en pensant aux résultats après cette session, avec des idées à prendre chez soi. Et je vais appeler ceci des pas. Pas un, deux, trois, parce que notre cerveau aime les chiffres et la méthodologie. Nous commençons à attaquer ce sujet et j'aimerais laisser un peu de temps pour des questions et une interaction et votre expérience aussi. Moi, pour élever ma valeur de moi-même en parlant des jeunes et aux jeunes, en particulier, premièrement, il faut commencer à pardonner à moi-même. Alors, avec cette valeur, la valeur ne peut pas être élevée si je me flagelle moi-même. Se flageller n'a aucun intérêt. Ceci n'aboutit pas à la paix. Je dois juste apprendre à dire d'accord, j'ai commis une erreur, je dois reconnaître mes émotions et les accepter, accepter ma situation telle qu'elle. Ceci nécessite le deuxième point. Le deuxième point, c'est pour moi de venir dire, après la pandémie, des personnes sont devenues plus obèses, des personnes ou d'autres personnes ont bénéficié d'autres manières. Alors, je dois accepter tous les changements opérés, positifs soient-ils ou négatifs. Aujourd'hui, avec quelques personnes qui ont été amenées par exemple, être en quarantaine en étant en train d'étudier ou de travailler non dans leur pays, mais à l'étranger avec les aéroports qui ont été fermés. Alors, il doit accepter. On doit accepter, on doit arrêter ce combat contre cette idée parce que l'émotion ne dure pas plus de 90 secondes. J'ai deux options, une guerre contre les émotions et mettre plus d'huile sur le feu en alimentant ce feu ou de me dire je ne peux rien changer et je vais accepter pour pouvoir m'aider à accepter. Il y a beaucoup de techniques pour accepter, comme par exemple prendre note, etc. Alors, je dois euh, communiquer avec moi-même. Jana, ne pas me dire Jana, il fallait que tu fasses ça, ça, ça et ça. Non, Jana, ceci est arrivé, d'accord.
focalisez-vous sur ce que vous aimez, sur le positif, sans se flageller constamment. Il fallait que je fasse, il fallait. C'est une pandémie, c'est une pandémie, c'est une exception. Bien sûr, ce n'est pas facile, mais parfois, nous pensons de notre vie, nous parlons de notre vie. Mais en 2019, par exemple, selon un rapport des Nations Unies, plus de 71 millions de déplacés qui ont été amenés, obligés à laisser leur maison. Ces personnes déplacées qui vivaient sans chauffage, c'est un besoin physiologique. Qu'en est-il de ces personnes en ce qui concerne de l'estime de soi, la valeur de soi avec ces termes bling bling, le respect de soi, la valeur de soi, d'accord, très bien, mais nous focalisons sur nous-mêmes, mais il faut penser de comment puiser cette énergie et la partager avec autrui, avec les personnes qui vivent dans les camps, par exemple. Pour le PNUD, en 2019, 26 millions de ces personnes ont moins de 18 ans. C'est la nouvelle génération aujourd'hui. Euh, c'est vraiment malheureux aujourd'hui de voir une pandémie, une personne déplacée sans les besoins essentiels. Je ne parle pas de point de vue de pitié, mais d'empathie, de compassion. Je me mets à leur place. J'étais chez moi et je voulais utiliser ces outils que je connais pour sauvegarder cette estime de soi. Mais il ne faut pas oublier, et je vous invite tous aujourd'hui à ne pas oublier les personnes envers de qui nous avons une certaine responsabilité. Il faut partager ces outils. Alors moi, d'ici, de cette plateforme importante, je parle aujourd'hui de ce point de forum des jeunes avec la Fondation Mohamed Ben Rachid Al Maktoum pour le savoir. Ce forum des jeunes, il y a la composante des jeunes. Si vous avez l'énergie, aujourd'hui, je vous motive, oui, bien sûr, mais je ne suis pas en train de faire juste un discours pour vous émouvoir, mais c'est la responsabilité de toute personne à conscience parce que cette personne a accès aux ressources. Vous êtes une ressource humaine, un capital humain. Cela signifie quoi? Cela signifie d'aller partager ces ressources. Nous avons une responsabilité envers de chacun d'entre nous. Alors, accepter, il faut m'aider à moi-même à accepter ce qui s'est passé, pour ne pas dire, regardez mes parents, ils ont été déplacés. Pourquoi, par exemple, ne pas m'offrir un visa avant de faire ceci ou cela? Je comprends, mais je ne vais pas accepter ceci je n'approuve pas. J'accepte, oui, mais je n'approuve pas ceci sur le long terme parce que c'est une émotion. Vous connaissez un déplacé en Amérique latine, au Moyen-Orient, beaucoup de réfugiés en Afrique, de par le monde, en Afghanistan. Alors, le troisième point, c'est d'être, d'être, de me consoler, de permettre à moi-même de vivre les émotions, les grosses émotions, comme par exemple l'angoisse, la la peur extrême, la tension, l'anxiété. Je dois laisser à moi-même cette opportunité de vivre ces émotions, mais sans que ces émotions m'engloutissent. Être et puis faire, pas l'une sans l'autre. Et avec la pandémie, ceci a été révélé et c'était le don de la pandémie, le cadeau de la pandémie pour nous refocaliser avec le microscope sur ces problèmes, pour être comme Newton, pour pouvoir bénéficier, pour aller de l'avant personnellement, spécialement avec les catégories les plus vulnérables qui ont besoin de nous, de notre attention, parce que nous faisons, mais nous sommes aussi de ce point de vue, avec le troisième point, pour pouvoir me consoler, pour pouvoir permettre une marge d'erreur à moi-même, pour être ami avec moi-même, avant de dire où sont mes compétences sociales, comment ai-je perdu ces compétences aujourd'hui durant la pandémie. Ben, vous êtes une jeune femme, un jeune homme,
Et les jeunes femmes, les jeunes hommes, s'ils ne sont pas les meilleurs amis de soi-même, comment aller chercher des relations avec autrui virtuellement ou en physique? Sur quel fondement? Aujourd'hui, dois-je attendre une pandémie pour me rappeler les fondements? Quatrièmement, connecter avec des personnes qui nous offrent de l'appui, les personnes qui nous appuient, les personnes qui nous donnent de l'ambition, de l'énergie, les personnes qui vous permettent d'être sans règles, sans loi de comment te comporter. C'est une personne qui vous respecte votre soi, vos décisions, n'importe quelle décision, parce que cette personne est transparente avec soi-même. Et sa valeur de soi avec ces 4 points, cette personne ne va pas contrôler les autres parce que nous voyons les personnes qui aiment contrôler les autres dans la communauté, dans la société, avec une personne perplexe qui n'est pas en bon terme avec soi-même. Comment cette personne va appuyer les autres? La personne qui n'a pas une ressource ne va pas la partager. Aujourd'hui, je compte sur vous. Aujourd'hui, nous parlons de cet espace des jeunes avec une conférence de la sorte, bien sûr, il faut mentionner comment appuyer les autres, mais d'une manière saine, sans contrôler, sans imposer avec l'argent, par exemple, pour contrôler autrui. Non, je dois me connecter émotionnellement avec les autres, les personnes qui sont transparentes et en paix avec soi-même, parce que cette vie est un parcours incessant de développement et de guérison. Mais la personne qui va dire, je connais tout, très bien, félicitations, mais croyez-moi, je ne vais pas avoir recours à vous pour puiser mon appui pour vous donner ou pour prendre de l'appui de moi. Vous ne méritez pas être dans ce cercle et je le dis en termes vraiment très clairs parce que vous, comme personne, vous allez me porter du mal parce que moi, je veux bénéficier et je veux donner. En pensant petit, nous donnons petit, mais cette connexion véritable avec les personnes, ces personnes qui ont su gérer leur vie sans euh, dire il n'y a pas de problème. Tout le monde a été affecté par la pandémie, mais il y a des personnes qui ont été affectées moins parce qu'ils donnent plus de valeur à soi-même et ces personnes n'attendent pas le système. Ces personnes savent que chacun de nous est un symbole du système. Qui crée le système? Moi, toi, Stéphanie. Euh, Est-ce qu'il y a une comète, par exemple, une soucoupe volante qui va nous apporter le système? Le système, c'est moi, c'est toi. Pour cela, j'aimerais dire qu'aujourd'hui, l'intervention centrée sur les jeunes pour les jeunes à travers les écoles. Il faut nous rappeler ce concept incroyable du cher Mohammed. Vous parliez de cette école depuis plus d'un an. Je veux financer cette école. Nous avons besoin, non parce que nous avons vécu une pandémie, mais parce que ces écoles à réponse sont une nécessité. Il ne faut pas attendre un troubles d'après le Thomas ou par exemple de certains troubles pour que je me dise, ah oui, vraiment, quel est le problème de cette fille à 7 ans, de ce garçon de 13 ans? Il faut avoir conscience de la santé mentale avant, en avance, non seulement au niveau des écoles, mais aussi euh, pour toute personne qui veut se former au garage, par exemple dans une autre institution. Il faut contourner et cadrer cette santé mentale.
Et nous avons cette idée d'avoir un conseiller psychologique, un psychologue aux écoles, mais à l'université, avec les personnes de 19 ans, quelle est la responsabilité? Pourquoi ne pas parler de santé mentale et psychique et émotionnelle, même aux universités comme pierre angulaire, sans attendre les grands événements pour pouvoir prendre conscience que oui, il fallait faire attention. Ce système qui a fait faillite en Amérique en parlant de problèmes de, par exemple, ne pas trouver suffisamment de lits ou de médicaments parce que le système n'a pas été préparé pour des pandémies, même pour une moitié de pandémie. Aujourd'hui, même au Moyen Âge, et depuis 7 ans, aujourd'hui, tout le monde qui étudie la virologie sait bien qu'aujourd'hui, nous sommes plus exposés au virus à cause de la globalisation, de la mondialisation. Aujourd'hui, c'est une grâce pour nous d'être réunis aujourd'hui pour parler, discuter, comprendre. Durant la vie de Newton, il a pu bénéficier de la pandémie pour inventer le calcul. Et puis, nous avons aimé ou pas les maths, mais sans tenir compte de ceci, c'est une valeur ajoutée à l'humanité. Et il y avait un système éducatif et de santé maintenant, mais avant, c'était l'individu qui gère sa vie avec sa famille. Mais aujourd'hui, nous avons la chance de parler, d'interagir l'un avec l'autre, avec des personnes qui nous rejoignent de je ne sais où, de par le monde, en parlant de comment les jeunes vont contrôler leur vie après la pandémie, comment nous appuyer mutuellement pour un avenir meilleur en psychologie, en pédagogie et dans tous les aspects, même dans les salles de sport. J'ai été ravi de voir aujourd'hui des entraîneurs sportifs, bien sûr, qui se focalisent aussi sur la santé mentale en parallèle avec la santé physique parce que le sport relève aussi d'émotions parce que si vous allez trouver une motivation pour aller à la salle de sport, quelle est cette motivation? Euh, Même indépendamment de mes émotions, je dois aller faire du sport. Aujourd'hui, ceci fait partie des rhétoriques de la formulation d'être strict avec soi et avec les forums en ligne. Et j'espère que tous les forats en ligne soient de la même richesse comme le nôtre aujourd'hui. Et finalement, j'ai une question. Si on mesure le succès non avec nos biens fonciers, nos voitures, notre apparence, de notre degré de jeunesse, ni compte tenu de notre popularité, etc., il est vraiment beau de mesurer le succès en se basant sur ce qui suit, jusqu'à quel point la personne près de moi euh, se sent en sécurité. Parce que moi, avec mon estime de soi, je dois être en sécurité et faire que la personne se sente en sécurité, même avec les hauts et les bas. Les choses ne sont pas statiques dans la vie, mais je dois savoir comment être aimable, appuyer les personnes durant la pandémie pour pouvoir dire je suis là, je dois faire attention à moi-même et vous aussi pour pouvoir rénover ces parties en faille de notre estime de soi parce que nous sommes dignes de vivre, dignes de respirer et nous sommes dignes d'être ici à parler, à prendre notre espace pour être courageux, avoir une voix haute. Dois-je attendre une pandémie pour me rendre compte? J'ai répété cette question, mais je l'ai fait exprès et je suis consciente. Mais comme mot final, dois-je attendre une pandémie pour me rendre compte de ma personne et de ma finalité dans cette vie? Nous sommes tous sur un bateau, sur un pont de point A
à un point B. Qui sommes-nous sur ce point? Comment est-ce que nous embrassons les personnes autour de nous? La chance est un atout aux personnes préparées. Je ne dis pas bonne chance, allez, question-réponse, mais je vous dis préparez-vous, soyez prêts de manière proactive. Alors ici, c'est un proverbe en anglais, je ne vais pas traduire, il y a les interprètes pour faire ceci. Alors la chance est au bénéfice des personnes préparées. Pandémie ou pas pandémie, la personne va être comme ça. Euh, rigide et résistante comme le cèdre du Liban. Docteur Jana, je ne sais pas quoi dire. Vous êtes une source de motivation, d'inspiration et d'authenticité. Et avec ces termes faciles, vous faites parvenir des messages profonds et qui nécessitent une grande réflexion. Mais avec votre formulation simple, le message parvient. Et je suis passé de l'enseignement universitaire à la création de contenu. Stéphanie, j'ai juste 4 ou 5 mots à noter. Et puis, j'ai dit, je veux parler simplement, de manière simple pour nous comprendre entre nous, non juste une conférence, sans obstacle entre nous pour pouvoir aller de l'avant dans le succès de la communication. Et nous parlons du langage simple, structuré et informel. Et nous avons voulu parler de ce sujet en arabe parce que nous voulons plus de contenu en arabe en ce qui concerne la santé mentale, parce que ce thème reste toujours comme tabou ou par exemple un stéréotype ou par exemple un autre une autre tâche que nous accomplissons, par exemple, le 10 octobre avec la Journée mondiale de la santé mondiale, et c'est tout. Avec quelques sociétés qui donnent un jour de congé le 10 octobre, mais tout au long de l'année, il n'y a aucun appui continu. Il est vraiment important et merci beaucoup de mentionner ces points parce que ce n'est pas juste une fois par an. La prévention doit être en continu avec cette actualisation journalière. Je suis à 100% d'accord avec cette invitation. En revenant au début ou au tout début, quand vous parliez de cette comparaison, cette approche de votre ami et comment cet ami vous a dit que la pandémie a été bénéfique pour lui, pour elle. Oui, elle parlait de ce positivisme, de ce bonheur, et pour la première fois, une personne parle d'une pandémie de cette manière. Contrairement à ce que Dr. Google nous dit, non, la pandémie est quelque chose de grave, de négatif. Nous avons pu voir que ce que vous avez dit a été choquant pour plusieurs personnes qui ne pourraient pas concevoir que la pandémie pourrait être quelque chose de positif. Ceci montre que la santé mentale et comment nous voyons les choses, c'est quelque chose de particulier, d'individuel. Et en partant de ce point, est-ce que le traitement ou l'intérêt à la santé mentale, est-ce que c'est un format unique applicable à tout le monde? Non, c'est sur mesure. Ce n'est pas une version unique qui s'applique à tout le monde. Il faut définir les problèmes et les problématiques sont différentes d'une personne à l'autre. Nous avons beaucoup de questions en arabe, français et en anglais aussi, et même des personnes qui nous envoient par individu plus de 10 questions.
Bonjour à tout le monde et tout le monde est passionné de savoir plus sur ces thèmes chers. En parlant de ce dialogue aujourd'hui virtuel, vous avez mentionné et dit que nous voulons toujours être parfaits en apparence, en travail et nous ne voulons pas sentir une certaine vulnérabilité. Mais ceci doit être normal et nous sommes des gens, par exemple, sur les réseaux sociaux ou même en réalité, chaque individu prend la décision de quoi montrer. Parce que, par exemple, avec l'illumination qui change l'apparence, parce que peut-être maintenant j'ai des habits formels d'en haut, mais d'en bas, par exemple, je suis en short. Alors, c'est chacun qui décide quoi montrer aux gens. Alors, il ne faut pas juste s'attarder sur cet isolement entre nous. Et les personnes qui avaient une tendance au perfectionnisme avec la pandémie, ces personnes ont défini ce problème parce que la vie a besoin des stoïcismes. Ce sont des philosophes grecs avec le corridor et ces philosophes marchaient dans les couloirs, dans les corridors en parlant de philosophie. Parfois, je pense et je dis peut-être il y a le terme rawa en un arabe qui vient des rawaïn, des stoïcismes qui adoptaient cette philosophie de voir comment ça va au niveau personnel, quelles sont mes émotions, ma perception, comment ai-je reçu le message, est-ce que je suis en train de réagir de manière exagérée? Oui, non. Il y a des personnes à tendance pessimiste plus qu'optimiste. Alors, il faut rester en focalisation. Et pour pouvoir percevoir tout avec le microscope du perfectionnisme, ceci est impossible avec la pandémie. Vous êtes resté chez soi. Où est cette apparence parfaite, cette vision parfaite, cet emploi parfait? Rien n'est parfait. Et c'est une illusion du parfait que nous devons dépasser. Alors, aussi, des questions, une question du docteur Ismail. Comment les réseaux sociaux et le monde virtuel a augmenté l'isolement des jeunes avec ces relations virtuelles plus que réelles? Et comment ce monde virtuel s'est converti en échappatoire? Docteur Mostafa Ismail, merci pour votre question. En regardant les pays comme la Chine, le Japon, les pays producteurs, nous voyons cette catégorie de jeunes à qui dépendent des jeux, par exemple, du monde virtuel ou même pour la vie de chaque jour pour communiquer. Même il y a des personnes qui ont atteint un certain point. Maintenant, nous parlons des relations virtuelles avec un mariage virtuel dans le jeu auquel ils jouent, parce que la réalité n'est plus leur réalité. Alors, ils n'ont aucun trait à la réalité parce que sa vie, leur vie est maintenant virtuelle. Il faut parler de ceci en disant oui, il faut être conscient de la prévention, il faut être proactif. Est-ce que je dois laisser que plus de jeunes oublient la réalité et les émotions pour aller vers la machine et pour être des cyborgs à moitié humains, à moitié machine. Il y a des tendances, oui, il y a des études en études futuristiques en physique. Avec cette tendance future, oui, avec les cyborgs, et nous entendons parler des puces avec Elon Musk et dans les pays scandinaves, en Suède par exemple, etc. Mais il y a beaucoup de personnes qui, et des jeunes, et durant la pandémie, beaucoup de personnes ont un objectif final
en disant que dès maintenant, je veux vivre mes émotions. Il y a des personnes qui ne veulent pas lire si ce n'est pas un livre qu'elles lisent, sans sentir l'odeur du livre. C'est être transparent avec nos émotions, avec nous-mêmes. Jusqu'à quel point, peut-être, en demandant à Google, je pourrais avoir des chiffres plus adéquats de ce que je suis en train de dire, mais je veux terminer en disant la technologie et le monde virtuel est un outil. Comment je l'utilise, c'est le problème parce que la technologie ne va pas présenter le problème en soi parce que tout le monde va dire oui, tous les jeunes aujourd'hui ne lâchent pas leur téléphone, ils ne communiquent pas, ils ne vont pas au restaurant. Une seconde, ceci n'est pas acceptable. Dans les années 80, quand les clics de personnes et les amis n'avaient pas de téléphone, mais tout le monde regardait la télé, regardait le même film, des heures et des heures sans communiquer. Alors, la la conscience collective et individuelle, et oui, utilise cet outil, utilise le monde virtuel pour un forum de la sorte, pour des questions intelligentes de la sorte, pour redonner l'être à l'être. Humainement parlant, oui, je dois savoir ce qui se passe au Japon, mais dois-je juste suivre à l'aveugle? Non. Comme vous dites, aujourd'hui, ce cyborg et même si nous n'avons pas de puce dans notre corps, inséré dans notre corps, mais cet outil qui est dans notre main tout le temps, à travers laquelle on communique, Google Translate, toutes les applications pour prendre des notes. Maintenant, je vous parle de l'ordinateur et j'ai mon téléphone à portée de main aussi. C'est la réalité et en fin de compte, ce n'est pas mal de dire non, mais cet outil facilite la vie. Alors, il faut que cet outil soit un catalyseur, un autonomiseur et non un destructeur ou un agent de destruction. Il faut compter sur notre conscience et sur notre mentalité, non seulement de notre cerveau, parce que le cerveau et la conscience travaillent en coordination pour aboutir à une décision correcte. Cela dépend de notre utilisation de l'outil pour parler de résultats positifs ou pas. Vous parliez de la conscience. Aujourd'hui, la santé mentale a connu de l'ampleur durant la pandémie et tout le monde parle de santé mentale, etc. Selon vous, la pandémie a été un cri d'alerte. Faut-il remercier la pandémie pour ce point positif? Aujourd'hui, nous parlons de plus en plus de la santé mentale, de comment l'améliorer. Alors, nous avons adopté une certaine conscience en plus. Votre perception, votre vision de n'importe quel sujet, si vous ne voyez pas le positif avant le négatif, il y a quelque chose qui cloche ou qui manque. Pourquoi? Parce que si nous regardons seulement le négatif, nous disons comment est-ce que la pandémie a affecté la santé mentale, tous les articles, Harvard, etc. Si je ne veux pas être critique en ma pensée, en dépendant seulement du degré de négativité, oh, regardez cet impact négatif, mais il y a une histoire d'ici, une histoire de mon ami, par exemple, que j'ai fait exprès de commencer avec parce que les informations ne se puissent pas seulement de Google, mais personne, par exemple, avec un certain outil médiatique qui a filmé mon ami en disant regardez, il y a quelqu'un qui a bénéficié de la pandémie. Non, oui, il y a eu un impact avec des chiffres d'influence sur la santé mentale des jeunes, mais en même temps, il y a des points positifs, il y a des avantages, des histoires. Alors, je dois diversifier mes ressources pour pouvoir comprendre le thème, pour voir les points positifs et les points négatifs avec quel thème qui va englober les
Cette pensée pourrait être logique, mais erronée, parce que en commençant à programmer le cerveau à voir seulement en noir ou en blanc, désolé, mais ceci limite votre perception. Alors, oui, si nous avons une conscience claire en sachant comment percevoir, nous allons dire oui, je vais bénéficier, je vais utiliser ceci comme alarme, comme cri d'alerte. Commençons à autonomiser et à promouvoir notre société, mais sans seulement parler euh, de l'estime de soi qui pourrait être absent chez certaines personnes. Alors, il ne faut pas dire juste qu'il y a une certaine faille du système sanitaire ou de santé. Il faut commencer à penser à des solutions applicables à tout le monde avec les décideurs responsables. Qui est responsable de la grande étendue? Je suis responsable de moi-même, de mon entourage. Mais en fin de compte, il y a des politiques, si promulguées d'une bonne manière, vont être efficaces avec des fonds alloués correctement. Et je termine avec ce dilemme ou cette question ou ce questionnement. Si je vous montre les milliards de dollars qui financent seulement la technologie dans l'espace et le développement des sciences de l'espace, il y a qui disent que, au lieu de voir ce qu'il y a à l'extérieur, voyez ce qui se passe là, comment maintenir les systèmes de santé, de l'éducation pour tenir compte de de la santé mentale. Je ne vais pas vous dire de quelle partie je suis, mais pensons à servir la société et la communauté premièrement. Priorité, bien sûr, avec les ODD de l'ONU, de 1 à 17, très clair comme objectif. Vous avez parlé de politique, mais pour changer la culture d'une certaine société, pour aboutir à un changement positif, ceci requiert deux méthodologies, de haut en bas, que nous avons mentionnées, et aussi de bas en haut, comme individu, société, etc. Et nous avons parlé du changement de culture, mais ceci s'applique probablement aussi sur la santé mentale, bien sûr. En parallèle, il n'y a pas exclusivité entre les 2 et quand j'ai formulé mes propos, je n'ai pas dit, «Je vais être juste réaliste». Non, je dois présenter des solutions globales. Nous avons parlé de santé, d'éducation, et cetera, mais je ne peux pas dépendre sur cela, seulement parce qu'il faut aussi mettre le point sur 4 résultats. Aujourd'hui, par exemple, nous sommes 2 000 personnes à interagir ensemble, disons 2 000 pour faire simple. Si ces 2 personnes en partie, disons 25 avec 25 des 2 000 qui ont compris ces 4 points. Alors oui, pour commencer de bas en haut, des racines aux feuilles, ceci est vraiment bénéfique dans le monde virtuel. Je ne voulais pas donner une conférence, il y a quelqu'un qui a dit ça, un autre qui a dit ça, parce que nous sommes en train de travailler sur notre conscience, aujourd'hui sur notre sagesse. Il y a beaucoup de personnes que je remercie, merci beaucoup. C'est un plaisir que de vous parler. Je dois être intègre, je dois être authentique à ma carrière de 17 ans en éducation pour dire Harvard a dit ceci et un tel a dit comme ça. Non, il faut que vous finissiez cette session en pensant aux résultats, par exemple avec cette estime de soi, etc., sans attendre la pandémie. Et cette résistance de la personne aujourd'hui, être fort n'est pas crier, n'est pas accomplir au détriment de l'autre. Non, 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 ceci ne relève pas de la force. La force signifie l'estime de soi et ceci, nous parlons d'en bas en haut et de haut en bas en même temps. Cette valeur de soi, pour savoir comment la gérer ou
comment la contrôler du point de vue de son importance pour savoir vraiment notre valeur de soi. Ceci nous aide, comme vous avez dit, pour avoir de la compassion avec autrui, pour commencer avec nous-mêmes et passer à autrui. Comme les stoïciens, avec moins d'attente et plus de réalisme. Oui, d'accord, nous avons, vous avez parlé des déplacés, des réfugiés, 70 millions comme chiffre que vous avez mentionné. Et ce sont les catégories les plus marginalisées. Avant cette session, nous avons eu une session à propos des personnes à handicap. Ce sont des personnes marginalisées ou entre les plus marginalisées, comme les déplacés, les réfugiés, comme la femme, les jeunes. Ces catégories qui ne sont pas toujours au centre des politiques. Avec la pandémie qui a exacerbé leur peine. Sans oublier les personnes qui ont des troubles psychiques, dépression, anxiété, euh, les troubles d'attention, etc. Aussi dans l'environnement professionnel. Pour avoir de la compassion avec autrui et de l'empathie. Parce que quand j'ai une valeur personnelle, avant de consoler soi-même ou avant de demander l'empathie d'autrui, comment demander ceci si je ne me pardonne pas à moi-même, si je ne suis pas en empathie avec moi-même pour me consoler, etc. Et nous parlons bien sûr de ces personnes marginalisées qui ont besoin de plus d'appui, non seulement de quoi manger et boire. UNICEF, par exemple, travaille avec les réfugiés, etc. Mais en parlant des enfants et des jeunes, les enfants et les jeunes dans des camps de réfugiés, par exemple, non chez eux parce qu'ils ont été amenés, obligés à laisser leur maison en zone de conflit, de guerre, de crise, de problèmes. Alors, qu'en est-il de ces personnes? Ces besoins ont besoin de former des formateurs parce que ces enseignants doivent utiliser la dramathérapie, la musicothérapie, par exemple, pour que ces personnes s'expriment. Et le besoin aussi financier pour former les parents, les enseignants, pour ouvrir cette opportunité pour la communauté d'être présente, même dans un camp, n'importe où. Mais les personnes à handicap ou la personne orpheline, la personne déplacée, par exemple, dans une zone de conflit, de guerre, l'argent alloué par ces politiques est-il utilisé pour les bonnes fins ou seulement de quoi manger, de quoi boire et puis des publicités sur Facebook. Je ne critique pas, je pose une problématique. Quel est le plus utile? En revenant à nos fondements, nous avons besoin, comme être humain, d'attachement sain, quelqu'un qui m'aime, qui me fait sentir vivant et avec une certaine paix interne, même malgré leur apparence qui n'est pas parfaite et les parents aussi qui sont présents, aimables à leurs enfants chez eux et ceci pourrait être manquant, par exemple, pour un prince dans son château. Deuxièmement, l'opportunité de m'exprimer. Alors oui, il faut nous focaliser. Et enfin, je mentionne et je dis que la personne doit avoir une finalité dans sa vie. Parce que si je veux juste prendre compte de mon apparence, de moi-même, d'accord, pourquoi pas, félicitations. Et puis, après, racontez-nous quelque chose d'autre.
Je dois penser à ces gens avec lesquels j'entretiens une fraternité humaine. Parce que je suis libanaise. Au Liban, il y a des conflits et il y a une instabilité continue. Alors, j'appelle les États et leur politique à aider. Où est le financement véritable? Seulement de quoi manger, de quoi boire et pour demander des aides des gens ou à travers des programmes d'autonomisation pour faire que les enfants, les adolescents se sentent vivants, s'attachent de manière saine et s'expriment librement. Quel beau propos. Et il faut que les gouvernements et nous-mêmes ayons un objectif noble. Nous avons un retard de 12 minutes, désolé, et malheureusement, nous devons mettre terme à cette session, mais j'espère que ce dialogue ne s'arrêtera jamais. Je vous invite à suivre Dr. Jana. Vous pouvez voir ces comptes sur les réseaux sociaux avec les vidéos et cette logo pédagogie et vous allez voir que vous allez tirer bénéfice au niveau personnel pour activer votre valeur de soi et propager la connaissance. Merci beaucoup pour cette opportunité. J'ai l'honneur et le plaisir que d'être avec vous aujourd'hui, notamment pour les jeunes. Et je suis une des personnes qui ont une croyance, qui croient en la jeunesse, en le futur, ce futur qui va donner plus de clarté à la vision des jeunes. Merci beaucoup, Stéphanie. Et merci, chers participants, chers publics. Merci beaucoup. Nous continuons avec nos sessions du Forum des jeunes et du savoir. La session à 15 heures et à 17 heures, heure des Émirats, pour plus d'inclusion numérique en investissement et puis les jeunes et les ODD. Les sessions vont être enregistrées et vous pourrez y avoir accès. Au revoir et merci.